Le genre horrifique apparaît au moment même de l'invention du cinéma. Les spécialistes s'accordent à dire que le tout premier film d'horreur aurait été réalisé en 1896 par Georges Méliès, le cinéaste français expert en effets spéciaux. Effectivement, Le Manoir du Diable présente toutes les caractéristiques du film d'horreur. Non seulement il cherche à faire peur, mais il présente de nombreuses figures du genre, comme un squelette, un fantôme, une sorcière et toutes sortes de créatures démoniaques. Néanmoins, un an plus tôt, en 1895, un film historique appelé L'exécution de Marie, reine des Écossais, réalisé par Alfred Clark, met en scène une décapitation grâce à un procédé de montage habile. C'est la première image terrifiante du cinéma. Par la suite, Méliès réalisera d'autres films horrifiques, comme La Caverne maudite en 1898, ou encore L'Antre des esprits en 1901. En France, un certain Louis Feuillade a réalisé des feuilletons à suspense qui cherchent à provoquer l'angoisse, comme Les Vampires en 1915 ou encore Fantomas à l'ombre de la guillotine en 1913. Ce dernier est l'adaptation des livres de Fantomas, mais c'est alors le moment où le cinéma devient un art populaire à part entière et s'émancipe de la littérature ou du théâtre. Le premier mouvement artistique important pour des films d'horreur est l'expressionnisme. Ce courant naît au début du XXe siècle en Allemagne et en Europe du Nord. Il perdurera jusqu'à ce que le régime nazi ne le condamne quelques années plus tard, le qualifiant d'art dégénéré. L'expressionnisme veut s'éloigner des règles académiques et cherche à montrer la vision d'une réalité déformée pour provoquer une réaction émotionnelle, souvent basée sur l'angoisse. Les artistes du mouvement posent un regard froid sur la société malade de l'époque. Avec la Première Guerre mondiale et la psychanalyse naissante, les traumatismes doivent être montrés. On oublie alors les vieilles conventions. De même que c'est une réponse à l'impressionnisme en France, qui, lui, cherche à montrer une réalité fidèle sans la soumettre aux émotions. En peinture, les toiles se font plus profondes, les couleurs sont violentes et les lignes acérées. On ne suit plus de logique physique dans la mise en forme. Si l'on regarde Le Cri d'Edvard Munch, qui a été fait entre 1893 et 1917, il y a 3 versions, celui-ci provoque un certain malaise chez le spectateur. Ce tableau représente l'effroi face aux horreurs du monde contemporain. On y voit un personnage fantomatique et pétrifié par ce qui l'entoure. Le tableau est déséquilibré, les couleurs sont inversées. Celles du ciel sont violentes, un rouge sang et des sortes de flammes. Il y a une référence à ce tableau dans le film d'animation L'étrange Noël de Monsieur Jack. Mais c'est surtout le personnage qui a inspiré le masque très célèbre du tueur de Scream, le film de Wes Craven. La guerre d'Otto Dix représente un triptyque. Durant la Renaissance, les planches supérieures symbolisaient la vie sur Terre et celles inférieures montraient la mort ou l'enfer. Dans ce tableau, la situation des morts semble paisible, alors que le monde des vivants est un enfer jonché de cadavres. Au cinéma, c'est en 1920 que le premier grand film expressionniste voit le jour, Le cabinet du docteur Caligari, par le réalisateur Robert Wiene. Ces décors sont déformés, inquiétants et loin de la réalité. On retrouve beaucoup de symbolisme dans les éléments du film, ainsi que la lumière ou les personnages. On passe par des filtres de couleurs selon les scènes, bleu, jaune, rose ou vert. Tout le film est une histoire racontée par un fou. On se retrouve donc dans une sorte de rêve, de paranoïa, ce qui appuie la distorsion de l'environnement. Le docteur Caligari utilise un somnambule pour lui faire commettre des meurtres, afin de voir jusqu'à quel point il peut avoir une emprise sur son sujet. À l'arrivée de la psychanalyse, le message de ce film serait probablement de dire au peuple de ne pas se laisser faire, de savoir quand on est manipulé et de réagir contre. En 1922, un grand classique de l'horreur arrive, Nosferatu de Murnau. C'est une adaptation du roman Dracula qui met en scène un vampire terrifiant. Le film se teinte de jaune pour les scènes de jour, de bleu pour la nuit et de rose au lever et au coucher du soleil. Le carton en français, Passé le pont, les fantômes vinrent à sa rencontre, est vu comme une parabole sur le cinéma. C'est un film poétique qui utilise une narration visuelle essentielle au cinéma muet. Le film a une dimension politique et sociale par son ambiance très claustrophobe, miroir des pensées de l'époque. Nosferatu sera une grande source d'inspiration pour Tim Burton, Tobe Hooper ou encore Werner Herzog. On peut également évoquer l'importance de Fritz Lang pour l'expressionnisme, notamment avec Les Trois Lumières ou encore Docteur Mabuse.
Les films expressionnistes s'éteindront non seulement à cause de la censure nazie, mais aussi avec l'arrivée du parlant, vers 1927. Les gestes très théâtraux, les acteurs qui surjouent en déformant leur visage, sont les normes du genre, et n'ont plus de raison d'être au moment du parlant. Si l'on regarde ailleurs dans le monde, à ce moment-là, le cinéaste Benjamin Christensen réalise un film dano-suédois, Axan, en français La sorcellerie à travers les âges, en 1922. C'est un format original puisque c'est un documentaire sur les superstitions, entrecoupé de scènes de fiction propres au genre horrifique. Vous ne les voyez pas, mais vous savez qu'elles sont ici. Elles essaient de prendre possession de vous. C'est pourquoi vous devez comprendre cette force, son histoire, sa mécanique, son rythme, sa forme, ses irrégularités, sa subtilité, son pouvoir. Le film dénonce les croyances de la sorcellerie et le traitement infligé aux femmes qui souffraient de pathologies diverses. Il montre les sorcières comme victimes d'un monde contemporain cruel et peu raisonnable. Ce film tient un discours engagé sur la condition des femmes de l'époque. En 1927, en Angleterre, c'est Alfred Hitchcock qui réalise The Lodger, qu'il considérera lui-même comme son premier vrai film, Les Cheveux d'or en français. C'est un film qui parle d'un tueur en série qui ne s'attaque qu'aux jeunes femmes blondes. Le film est inspiré de Jacques Léventreur. Hitchcock réalise un film empreint d'expressionnisme dans lequel se dessinent déjà les thèmes qui lui sont chers. L'horreur qui se déplace de l'extérieur à l'intérieur, le suspense, l'erreur judiciaire ou encore l'érotisme. Aux États-Unis, c'est le fameux Todd Browning qui fait des films d'horreur, comme L'Inconnu ou Londres après minuit en 1927. Il met en scène le macabre, la noirceur et l'infirmité. Nous y reviendrons pour les années 1930. Deux classiques du cinéma d'horreur sont réalisés aux États-Unis. Notre-Dame de Paris, de Wallace Wolseley, sorti en 1923. Puis, en 1925, Rupert Julian réalise Le Fantôme de l'Opéra. Ces deux œuvres mettent en scène l'acteur star de l'époque, Lon Chaney. Enfin, voici quelques films qui ont marqué le genre. L'Homme qui rit en 1928 par Paul Leni, Le crime du docteur Warren de Murnau en 1920 et La chute de la maison Usher, qui est une adaptation d'une nouvelle d'Edgar Poe réalisée par Jean Epstein, assisté de Louise Buñuel. Pour conclure, sur les années 1920, il est connu que la toute première scène gore de l'histoire du cinéma serait celle de L'œil fendu dans Un chien andalou, le film surréaliste de Louise Buñuel et Salvador Dali en 1929.